Je vous remercie et bonne conférence. Bonjour, bonjour tout le monde merci au GEPAR de nous avoir pour cette première conférence de 2025-2026. Donc, je suis très contente d'être parmi vous pour présenter un sujet qui n'est pas un sujet facile. Par contre, j'aimerais souligner que vraiment les parents même qui ont participé à cette étude ont vraiment exprimé de vouloir vraiment avoir un message d'espoir pour tout le monde, puis de faire des changements. Ceci dit, des fois, ça peut susciter quand même des émotions difficiles. Donc, on aimerait, dès le début, vous dire que si jamais il y a des personnes parmi vous qui commencent à sentir quelques émotions, je vous encourage de prendre soin de vous-même. Puis s'il faut, de consulter les services qui sont disponibles. Il y a des services ici à l'Université Laval. Vous pouvez même vous présenter sans rendez-vous. Ça ne veut pas dire que la personne va être nécessairement disponible au moment que vous vous présentez, mais des fois, notre intervenant de proximité, il encourage les étudiants de se présenter à son bureau si vous pouvez. Puis, si la porte est ouverte, il est toujours très accueillant. Il est aussi disponible par courriel. Puis, il y a aussi le suicide.ca qui a un service très disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, je vais commencer par expliquer un petit peu le contexte pour cette conférence. Donc, le suicide est une cause majeure de décès chez les jeunes. Puis, le taux de suicide, c'est vraiment 2,5 fois plus élevé chez les garçons que les filles. Ceci dit, depuis quelques années, surtout depuis la pandémie, les filles de 10 à 14 ans et les filles de 15 à 19 ans ont eu vraiment une augmentation importante en termes de tentatives de suicide, des idées suicidaires et aussi l'automutilation. On voit aussi beaucoup plus de visites à l'urgence pour idéation et tentatives de suicide, puis les taux d'hospitalisation plus élevés également. Puis ça, c'est les réalités ici au Québec, mais ça reflète aussi les réalités ailleurs dans le monde aussi. On sait que les idées suicidaires, les tentatives de suicide, puis l'automutilation sont des prédicteurs majeurs du suicide. Donc, c'est très important qu'on porte vraiment beaucoup d'attention à ça. Donc, malgré le fait qu'il y a 3 fois plus de garçons que de filles qui décèdent par suicide, c'est important qu'on voit vraiment les nouvelles tendances parce que c'est quand même des facteurs de risque importants. On voit une forte hausse de détresse psychologique entre 2014-2015 et 2020-2021 parmi les jeunes et les jeunes adultes. Donc, ça a augmenté pour les 15 à 19 ans de 35 à 50 pour les 20-24 ans de 40 à 55 Donc, on voit quand même, c'est des augmentations quand même assez importantes. On voit aussi que la détresse psychologique est plus élevée chez les jeunes femmes que les jeunes hommes pour les deux groupes d'âge. On sait aussi que parmi les jeunes qui décèdent par suicide, 90 avaient un problème de santé mentale ou un problème de consommation de substances. On sait aussi qu'une grande proportion de jeunes ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin quand ils se présentent soit à l'urgence ou dans des services. Puis malheureusement, les urgences sont souvent le premier point de contact en cas de crise suicidaire. Près de la moitié des jeunes décédés par suicide avaient consulté aux urgences dans l'année précédente. Puis environ 50 avaient reçu également les soins primaires dans les 6 mois précédant leur décès. Le risque de récidive suicidaire est particulièrement élevé durant les 3 premiers mois suivant une tentative de suicide. Donc, on sait qu'il y a plusieurs auteurs, recherches qui ont vraiment souligné l'importance d'avoir une intervention tout de suite après la sortie de l'hôpital. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans plusieurs hôpitaux à travers le Canada. Donc, c'est vraiment
important pour nous de mieux comprendre les soins et les services reçus par les jeunes décédés par suicide afin de mieux comprendre puis mieux répondre aux besoins et de prévenir le suicide. C'est ça qui a vraiment expliqué puis démontré la pertinence pour cette étude. En plus, quand on a développé cette étude, nous avons réalisé que les parents étaient très peu consultés. En fait, il n'y avait aucune étude qui a été faite qui était vraiment la perspective des parents sur les services reçus par leur jeune qui est décédé par suicide. Il y a quelques études qui ont été faites sur les expériences des parents, mais c'était surtout au niveau de leur deuil, puis pas au niveau de leurs opinions sur les services reçus par leurs jeunes, mais aussi pour eux aussi pendant le temps que leurs jeunes vivaient des expériences difficiles. Alors, l'objectif de notre étude était vraiment de mieux comprendre les expériences et les perceptions des parents endeuillés à propos des systèmes de soins impliqués auprès de leurs jeunes avant le suicide. Cette étude-là a été faite pendant le temps que j'étais à l'Université de Toronto, donc j'étais toujours en Ontario, donc ça a été fait vraiment en Ontario. Comme on va discuter tantôt, par exemple, il y avait vraiment plusieurs liens qui peuvent être faits avec le Québec, puis même avec d'autres provinces canadiennes. Donc, pour la méthodologie, c'était une étude qualitative. On a eu une équipe de recherche vraiment diversifiée, incluant des parents qui avaient un savoir expérientiel, puis même les parents qui travaillent toujours avec nous sur d'autres projets. On avait des intervenants aussi sur l'équipe et les chercheurs multidisciplinaires. On a eu l'approbation éthique par les deux universités parce que l'étude avait commencé en Ontario, puis j'avais terminé avec l'équipe l'étude après avoir commencé ici à l'Université Laval. Donc, nos participants, c'était vraiment les parents. On avait ouvert ça vraiment à tous les parents ou quelqu'un dans un rôle parental ou un tuteur de jeunes ou de jeunes adultes de moins de 30 ans décédés par suicide qui résidaient en Ontario. Le recrutement a été fait par Bereaved Families of Ontario ou Distress Centers of Ontario, qui étaient vraiment deux centres qui se trouvent vraiment à travers la province qui donnent des services de soutien pour les personnes endeuillées. Aussi, on avait utilisé les réseaux sociaux aussi pour transmettre des informations concernant l'étude pour le recrutement. Nous avons fait des entrevues semi-dirigées par Zoom avec les parents. Puis, nous avons eu 4 catégories de questions. Alors, les questions portaient sur la santé mentale et la consommation de substances chez les jeunes. Donc, on voulait mieux comprendre vraiment le portrait des jeunes qui sont décédés par suicide. On voulait mieux comprendre les expériences des jeunes selon la perception de leurs parents. On voulait aussi comprendre les expériences des parents eux-mêmes avec les services de santé mentale, mais aussi les services scolaires, les services sociaux, vraiment tous les services que le jeune et le parent ou les parents ont reçus. Donc, autre service de soutien aussi. On avait également demandé des questions concernant des affiliations spirituelles, religieuses, tous les services de n'importe quoi formel ou informel en termes de soutien que la famille pouvait avoir eu. Et aussi, on a demandé des recommandations des parents pour améliorer, selon eux, pour améliorer les expériences, pour mieux répondre aux besoins. Quelles étaient leurs recommandations? Donc, notre analyse de données a été faite en utilisant la méthode de Brown et Clark, qui sont des chercheurs qui ont vraiment fait beaucoup sur l'analyse thématique avec un modèle qui suit 6 étapes où on a fait une familiarisation avec les données, un codage initial des données, une élaboration des premiers thèmes à partir des codes, une révision des thèmes, une définition des thèmes et une interprétation et rédaction du rapport. Donc, 6 étapes qu'on a vraiment suivies. Nous avons eu plusieurs choses qui étaient incluses dans l'étude pour vraiment augmenter la rigueur de l'étude. Donc, il y a eu
deux personnes qui ont fait tous les codes et une troisième personne qui était moi, qui a relu puis qui a refait aussi les codes, qui avait une divergence entre les deux auxiliaires de recherche qui ont fait toute la première phase d'analyse. Nous avons eu aussi une triangulation des chercheuses. Il y avait deux autres chercheurs qui étaient aussi impliqués dans l'analyse de données. Nous avons également eu un engagement prolongé auprès des participants et auprès des données. Moi, j'ai fait toutes les entrevues moi-même avec les parents, donc j'étais impliquée vraiment du début de très près jusqu'à la fin de l'étude. Nous avons eu plusieurs réunions régulières avec l'équipe de recherche qui ont vraiment augmenté la crédibilité, la fiabilité, la confiabilité de l'étude. Nous avons également augmenté la transférabilité par les descriptions très détaillées des récits des parents et des expériences de nos participants. On a également eu la fiabilité, la confirmabilité renforcée par l'échange entre les pairs, la traçabilité des analyses et la prise de notes très détaillée tout au long de l'étude. L'analyse réflexive a été également menée par les membres de l'équipe tout au long de l'étude. Donc, il y avait vraiment un débriefing. Il y avait toujours une deuxième personne qui était présente pour chaque entrevue, un auxiliaire. C'était moi qui menais les entrevues, mais une deuxième personne, un auxiliaire qui était présente. Puis, il y avait vraiment un moment pour vraiment rediscuter, puis écrire nos notes, puis nos mémos de chaque entrevue. Pour minimiser les biais, les membres de l'équipe ont vraiment, comme j'ai mentionné tantôt, rédigé les mémos réflexifs pendant l'analyse. Puis nous avons également consulté toutes nos notes qui étaient prises pendant tout le processus de collecte de données. Donc, nos résultats. On a monté un diapo. Donc, je pense qu'on est à la bonne. On est correct? OK. Bon, ben, c'est beau. Donc, on a eu 17 participants qui ont participé à l'étude. Comme plusieurs études, nous avons eu vraiment une grande représentation des mères. 71 de nos participants et participantes étaient des mères, donc 12 sur 17. 29 étaient des pères. En termes des caractéristiques des jeunes qui sont décédés, je pense que ces informations-là sont quand même très importantes. On a eu l'âge moyen de 18 ans. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'était vraiment les jeunes il fallait avoir en bas de 30 ans pour participer à l'étude. Donc, pour l'éligibilité de l'étude, il fallait que le parent aura un jeune en bas de 30 ans puis vive en Ontario. Au moment du décès du jeune, on a eu 37 des jeunes qui avaient entre 12 et 18, 31 entre 19 et 24 et 32 entre 25 et 29. Donc, on voit vraiment qu'il y avait quand même une proportion dans chaque catégorie d'âge. Puis, les jeunes adultes, en fait, c'était à peu près 2/3 qui étaient des jeunes adultes. Mais il y avait quand même des jeunes, des plus jeunes âges. En termes de genre, on voit que 59 c'était des garçons. Donc, on sait déjà que le taux de suicide, c'est 3 fois plus élevé chez les garçons. Alors, ce n'était pas surprenant. Donc, 59 des garçons, 29 des filles, puis on avait aussi 12 que c'était soit un jeune trans non-binaire ou un jeune en questionnement, selon le parent. En termes d'orientation sexuelle également, on avait 59 des jeunes, selon leurs parents, qui s'identifiaient comme straight. En anglais, c'est comme ça que les parents l'ont exprimé, hétérosexuels. 29 en questionnement, puis 12 queer, lesbienne ou gay. On avait également 8 jeunes qui sont décédés entre 2014 et 2019
et 9 jeunes qui sont décédés soit pendant la pandémie ou juste après la pandémie. Sur les 9 jeunes qui sont décédés pendant la pandémie, 8 parents sur 9 croyaient que la pandémie puis les mesures restrictives avaient vraiment contribué à leurs jeunes puis à la qualité des services que leurs jeunes avaient reçus. En termes de santé mentale des jeunes qui sont décédés, on voit que 94% des jeunes avaient des problèmes de santé mentale, 76% consommaient des substances, 35% avaient des problèmes de jeux vidéo, puis 94% avaient reçu des services de santé mentale antérieurs. C'est aussi important de savoir que 10 jeunes sur 17 avaient déjà vécu une tentative de suicide dans le passé. 5 avaient des idées suicidaires et 2 avaient des comportements d'automutilation. Donc, on voit que vraiment les 17, il y avait quand même des comportements suicidaires parmi tous les jeunes qui sont décédés. Je vais aussi souligner que sur 17 jeunes, 13 consommaient le cannabis. En fait, c'était pas un diagnostic comme tel, mais c'était le plus fréquemment, c'était le problématique le plus fréquemment apporté par les parents, c'était la consommation de cannabis. Il y avait 6 jeunes qui avaient des problèmes psychotiques, puis 4 sur 6 qui étaient psychose induite par le cannabis. Puis je vais dire, en termes de problèmes de santé mentale, la dépression était vraiment le plus élevé. C'était 10 jeunes sur 17 qui vivaient une dépression. Par la suite, c'était psychose puis anxiété qui était en deuxième, même nombre de jeunes pour dépression et anxiété. Donc là, je vais le passer à Romy qui va vous présenter les résultats de nos parents. Puis par la suite, je vais vous donner quelques informations sur la suite des retombées, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut comprendre par nos résultats. Donc, pour cette section-là, on va vraiment faire donner le plus d'espace possible au propos des parents. Donc, le premier obstacle identifié, en fait, est en lien avec l'obstacle à l'accès aux services. C'est vraiment un des thèmes qui est apparu en premier, donc vraiment en lien avec les défis rencontrés pour avoir accès à des services, puis les impacts que ça a eu sur les traitements qui ont été reçus par les jeunes. Les parents parlaient surtout d'à quel point ça avait été difficile de recevoir de l'aide, puis ils ont identifié plusieurs obstacles, notamment le manque de services disponibles, les longues listes d'attente, puis aussi des critères d'accès restrictifs. Donc ici, il y a un parent qui dit « Il n'y avait aucune aide. Quand elle avait besoin d'aide, on la refusait. Quand nous avions besoin d'aide, on nous refusait aussi. On a refusé de l'accueillir à l'urgence parce qu'elle n'avait pas encore 16 ans. Toutes les fois que nous avons essayé, c'était un vrai cirque. On nous disait d'appeler tel numéro, puis tel autre. Puis quand on finissait enfin par parler à quelqu'un, finalement, ce n'était pas la bonne ressource. Et les cliniques sans rendez-vous, s'il faut avoir un rendez-vous, ce n'est pas un sans rendez-vous. Si un jeune se présente spontanément, ouvrez-lui la porte. Donc, le deuxième thème qui est ressorti est en lien avec le manque de continuité et de coordination entre les services. Donc, ici, les parents ont rapporté une communication qui était souvent inadéquate entre les prestataires de services, puis un manque de coordination entre les différents niveaux de services. Puis ça a été expérimenté finalement même lorsque les jeunes avaient des besoins très aigus. Les parents ont aussi soulevé quand même un manque de planification au moment du congé de l'hôpital. Puis, en fait, ce que leur témoignage fait ressortir, c'est vraiment l'importance de s'assurer qu'il y a une planification et une continuité quand il y a un transfert de l'hôpital vers la communauté. Il faut plus de continuité entre l'hôpital et la communauté, et c'est vraiment là que tout s'est effondré. L'hôpital disait que ce n'était pas un cas à haut risque, alors que les services communautaires affirmaient que le risque était trop élevé pour eux. C'est ce qui est arrivé à ma fille. Elle est tombée dans une faille du système. On nous disait simplement, vous sortez, appelez la ligne de crise. Il faut une meilleure continuité. Les ressources dans la communauté ont le pouvoir de dire non, nous n'allons pas vous prendre, vous présenter seulement ces symptômes, mais pas les autres. En ce qui concerne les services, c'était comme des petites îles. Il n'y avait aucune liaison de communication entre elles. Ça amène un sentiment d'isolement. Il y a des psychiatres, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, mais personne ne se concerte. Chacun reste sur son îlot, sans collaboration, sans dire voilà la situation, voilà ce que je fais.
C'est une lacune majeure. Il renvoie au médecin de famille, mais les médecins de famille n'ont pas le temps. Finalement, on nous dit retournez à l'urgence ou retournez voir votre médecin de famille. Donc, il y a aussi là, comme obstacle qui ressort l'absence de ligne directrice pour l'évaluation du risque, les traitements, puis aussi le plan de sécurité. Donc, ici, ce que les parents rapportent, c'est une communication qui est inadéquate entre les prestataires de services. Puis, en fait, c'est ça. Ici, ce que les parents rapportent finalement, c'est vraiment l'importance à accorder à l'évaluation. Souvent, ils ont considéré que l'évaluation qui était faite n'était pas nécessairement cohérente avec les symptômes qui étaient vécus par leurs jeunes. On proposait là, des traitements. Ça amenait finalement à proposer des traitements qui n'étaient pas cohérents avec le risque qui avait été évalué. Lorsqu'il y avait un plan de sécurité, les parents n'étaient pas nécessairement au courant. Donc, finalement, c'est ce que les parents soulignent, c'est vraiment l'importance finalement d'avoir des procédures d'évaluation qui permettent de vraiment orienter vers les jeunes finalement vers des services là, qui sont appropriés au niveau de difficulté qui est réellement vécu. Donc, il faudrait vraiment accorder plus d'importance aux évaluations. Même si elles n'allaient pas mieux, le plan de traitement restait toujours le même. Elle était tout le temps dans la catégorie sévère, mais elle recevait des recommandations légères comme la TCC ou appeler une ligne de crise. Ce sont des mesures légères, ce n'est pas ce qu'on fait pour quelqu'un qui présente des symptômes graves. Tu vas avoir des intervenants qui sont censés avoir les connaissances, mais c'était toujours la même histoire. Ils faisaient toutes ces choses insensées. Il y avait tellement de signes. Il consommait des drogues, il n'arrivait pas à garder un emploi, il disait qu'il allait se suicider. Il le questionnait, puis il disait, il a l'air bien. Comment quelqu'un qui fait tout ce qu'il fait pourrait-il vraiment aller bien? Chaque fois qu'il est allé à l'urgence, il n'a jamais été admis. Nous sommes allés à l'urgence plusieurs fois et ce qui m'a le plus marqué, c'est quelqu'un qui m'a dit, il n'est pas en crise. Je l'ai supplié de le garder. Vous n'êtes pas chez nous, vous ne savez pas tout ce qu'on vit. C'était vraiment frustrant. Tu essaies juste d'aider ton enfant et il n'y a rien que tu peux faire. Si on a un parent qui dit, il leur a dit qu'il allait se suicider. Ils l'ont quand même laissé sortir. Ensuite, les parents soulignent la qualité variable dans les services. Il y a des parents qui ont souligné le travail exceptionnel de certains professionnels qui ont croisé sur leur route. Mais quand même, la plupart du temps, les parents, ce qu'ils ont ressenti, c'est un manque de compassion puis de compréhension. Ils ont décrit là, certains professionnels qui ont interagi avec leurs jeunes d'une manière qui était invalidante, impatiente, irrespectueuse ou indifférente. Il y a certains parents aussi qui ont décrit là, des approches de soins qui étaient complaisantes ou punitives. Puis ça, ben, selon eux, ça avait vraiment eu des répercussions très néfastes finalement sur l'état de leurs jeunes. Donc, ce que les parents soulignent, c'est vraiment l'importance d'accueillir avec compassion, attention, d'offrir du soutien, puis surtout aussi à quel point que c'est important dans des situations comme les jeunes ont vécu, d'être en relation avec des professionnels finalement qui sont en mesure de susciter l'espoir. Au fil du parcours, je pouvais voir le personnel qui était attentionné, qui faisait preuve de compassion et d'espoir. Notre médecin de famille était merveilleuse. Elle disait constamment à ma fille, on va te ramener à l'école, on va trouver une solution, je crois en toi. C'était fantastique. Ma fille le savait. Même si elle n'allait pas bien, elle savait quand le personnel se souciait d'elle. Elle savait quand il croyait en elle. Il passait du temps avec elle, il lui parlait. Ce qui n'a pas aidé, c'est ce modèle de soins médical arrogant. Je sais mieux que vous, voilà ce qu'on va faire, c'est comme ça. Il passait 5 minutes par jour avec elle et puis pas vraiment de manière intentionnée. Quand tu as l'impression que le personnel ne s'en soucie pas vraiment, tu perds espoir. Et ça nuit à sa santé. On a nos parents qui nous disent ils n'ont jamais eu moins d'espoir. Ils n'ont jamais donné espoir. Ils n'ont même jamais parlé d'espoir. Juste de dire on ne sait pas ce qui se passe pour l'instant, mais on va trouver une solution. J'ai déjà vu d'autres personnes dans ta situation, il faut juste un peu de temps. Mais non, ils ont anéanti l'espoir et perdre espoir, c'est dangereux. La travailleuse sociale n'a pas fait grand-chose. Elle a parlé à mon fils à un moment donné, mais de façon très respectueuse. Puis elle a dit, de toute façon, votre fils va simplement recommencer à consommer. Son ton était vraiment inapproprié.
Elle devait organiser une rencontre, mais elle ne l'a jamais fait. Donc, ici aussi, les parents ont parlé de la formation insuffisante là, reçue par, en fait, qui était, auquel là, les intervenants avaient accès, puis comment ça se traduisait un peu dans les interventions sur le terrain. C'est tout là, corrige-moi, mais c'était vraiment des intervenants autant à l'urgence que dans les écoles. Donc, toute la littératie en santé mentale des intervenants, finalement. Donc, finalement, là, ça soulève vraiment l'importance de s'assurer que les professionnels qui interagissent avec les jeunes qui présentent un risque suicidaire, ben, ça prend un minimum là, de formation puis d'éducation là, en santé mentale pour être en mesure finalement de répondre là, de manière adéquate. Donc, même après 3 ans, je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé, ni comment c'est arrivé. Alors, j'ai voulu partager cette information. Peut-être que je ne suis pas l'experte, mais au moins, si les spécialistes ont toutes les informations, ils pourront peut-être reconnaître les signes, sensibiliser les parents, les enseignants, les travailleurs sociaux, peu importe, pour qu'un autre enfant ne perde pas sa vie de cette façon. C'est tout ce que je veux. Beaucoup de professionnels de la santé n'avaient pas de formation de base en santé mentale. Il n'y avait pas d'infirmière formée en santé mentale pour le triage à l'urgence. Cela m'a choquée. Ma fille disait, j'ai des idées suicidaires, et on lui répondait, eh bien, ignore tes pensées. Des familles nomment aussi qu'elles ne se sont pas senties suffisamment impliquées. Donc, si c'est vraiment ce que les parents rapportent, c'est qu'ils auraient souhaité que leur volonté, leur besoin d'être impliqués, ben, ils soient mieux pris en considération. Donc, souvent, mais les parents vont être la principale source d'aide puis de soutien là, de leurs jeunes. Donc, malgré tout, ben, il y a encore une tendance quand même importante dans le système à les tenir à l'écart là, ou à les exclure simplement là, des traitements et des services. Bon, parfois pour des raisons, parfois ce qu'on va évoquer, c'est la confidentialité. D'autres fois aussi, c'est peut-être une tendance un peu à considérer que les familles ont plus de en tout cas, c'est la part de responsabilité là, qui va être attribuée aux familles là, d'emblée qui va avoir de l'impact. Donc, finalement, ça fait que ben, on a des parents qui ont été tenus à l'écart, même si leurs jeunes avaient consenti à leur implication. Donc, ben, c'est ça. Ça fait des parents qui se sont sentis blâmés alors qu'ils auraient vraiment souhaité là, être mieux informés puis outillés pour aider leur enfant. J'aimerais vraiment qu'on respecte le modèle de soins centré sur la famille et qu'on écoute les proches aidants, qu'on écoute les parents. Je ne me suis pas sentie soutenue par le système. Encore une fois, c'était ce sentiment d'impuissance. Je me disais que j'avais resté forte parce que si je ne le faisais pas, mon fils verrait et penserait que c'est sans espoir. Ce n'est pas accueillant. J'ai demandé une rencontre familiale et la travailleuse sociale m'a dit, je ne m'occupe pas des familles, je m'occupe des individus. Je n'ai jamais été impliquée. Je ne savais même pas ce qui se passait. Je pense simplement que les politiques doivent changer, qu'il s'agisse de consulter un médecin de famille ou un psychiatre. Les parents doivent pouvoir avoir d'informations pour aider leurs enfants parce que qui d'autre va les aider? Personne ne les aide. Nous, on est là pour les aider. Elle a fait une surdose. Elle vomissait. Je l'ai amenée à l'hôpital et ils m'ont dit, vous gâtez votre fille, vous lui donnez trop d'attention. Donc, en lien finalement avec le besoin des familles d'être impliquées, il y a aussi le constat que la psychoéducation est encore limitée pour les jeunes puis les parents. Donc, ça fait que les familles reçoivent l'information qui est fragmentée. Puis, ben, en fait, il y a vraiment un minimum de connaissances là, en lien avec la santé mentale puis les troubles d'utilisation des substances là, qui est requis puis nécessaire pour permettre d'aider les parents à mieux comprendre, à mieux soutenir et à mieux protéger leurs enfants. Aucun professionnel ne nous a transmis d'informations et j'aurais souhaité qu'il le fasse pour que nous comprenions mieux la situation. Il n'y avait aucune communication ni aucune information. Tout ce que j'ai appris venait des livres ou de recherches sur Internet. C'était comme recevoir de l'information fragmentée, des morceaux ici et là venant de lui ou de ce que je pouvais observer sans jamais vraiment tout savoir. À part lui-même, c'est principalement moi qui défendais ses intérêts. C'était une position très difficile de ne pas avoir toute l'information. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Il avait besoin de quelqu'un qui puisse parler en son nom, prendre soin de lui et le défendre. Donc, un des constats aussi très importants de l'étude, ben, ça concerne les nombreuses
expériences d'intimidation, de racisme et de discrimination qui ont pu ponctuer le vécu des jeunes qui ont fini par décéder par suicide. Il y a plusieurs jeunes qui ne se sentaient pas en sécurité physiquement, psychologiquement, émotionnellement, puis même dans des systèmes puis dans des milieux qui étaient supposés de les protéger. Donc, les parents, en fait, considèrent que les milieux qui interagissent avec leurs jeunes doivent prendre une part aussi des responsabilités là, pour faire cesser les situations là, qui sont problématiques, puis que c'est important que les jeunes puissent les nommer sans qu'il y ait des craintes de représailles. Même si les écoles ont maintenant une politique contre l'intimidation, bien souvent, elle n'est pas appliquée. Les jeunes ne se sentent toujours pas en sécurité et ils ont peur de parler. Il y a du racisme. Je le ressens en tant qu'immigrante racisée. Du point de vue de l'école, on ne voulait pas comprendre ce que vivent ses enfants, comment mon fils allait être traité et comment cela joue un rôle. Il y avait un spécialiste avec son propre programme E3. Même s'il était considéré comme un expert en identité de genre, on me disait « Faites-vous à l'idée, votre enfant ne fonctionnera jamais. » Culturellement, dans les écoles secondaires, c'est toujours un milieu très macho. Mon fils n'était pas macho du tout. C'est un environnement de gars et ça ne laisse pas de place à d'autres formes de masculinité. Il y avait de la stigmatisation liée à la maladie mentale. On était traités de façon déplorable, même pas comme des citoyens de seconde zone lorsqu'on allait à l'urgence. Si on disait qu'il était suicidaire ou qu'il allait faire quelque chose, il n'y avait aucune compassion. Tout était réduit au comportement ou un problème parental. Souvent, ils n'étaient pas traités comme des individus, mais comme une maladie. Il y a une stigmatisation autour du trouble de personnalité limite. On pense que c'est surtout comportemental. Une semaine avant sa mort, nous appelions pour dire qu'elle n'allait pas bien, qu'elle avait du mal à sortir du lit, qu'elle avait des idées suicidaires. Mais comme on croyait qu'elle avait un trouble de personnalité limite, ils l'ont simplement ignoré. Merci, Romy. Donc, c'est beaucoup. Je sais, c'est probablement pour tout le monde qui écoute ça pour la première fois, c'est quelque chose à écouter toutes ces paroles-là, toutes des paroles très importantes, puis d'essayer de mieux comprendre. Moi, je vous encourage de penser vraiment à deux pensées en même temps. Premièrement, oui, c'était quelques individus, quelques professionnels qui ont interagi avec ces jeunes, avec les parents, mais c'est aussi un système. Donc, je pense qu'il faut essayer de garder les deux en tête puis de penser que, bon, on ne peut pas blâmer les individus, mais en même temps, on peut, comme individuel, on peut quand même apporter quelques changements. On ne peut pas changer un système complet, mais des fois, les petites choses qu'une personne peut faire quand même une grande différence. Donc, je pense qu'il faut garder quand même les deux choses en tête. L'autre chose que je voulais juste mentionner avant de regarder un peu nos résultats et d'essayer de mieux comprendre nos résultats peut-être dans un plus grand contexte, c'est le fait qu'on n'a pas mentionné tantôt que les paroles des parents ont été traduites. Donc, si jamais vous voulez vraiment lire les paroles originales, on a essayé le plus possible de traduire pour vraiment garder le sens pour chaque parent. L'article a déjà été publié, donc les mots des parents sont vraiment dans l'article. Donc, on voit avec nos résultats qu'il y a vraiment des écarts très importants dans les systèmes de soins, incluant les écoles, les services de santé mentale, les dépendances et aussi les urgences. On a eu vraiment 8 thèmes qui décrivent vraiment des lacunes majeures dans les services. On voit que même si cette étude a été menée en Ontario, ça reflète vraiment la littérature qui montre que ça, c'est vraiment des mêmes problèmes au Québec et aussi à travers le Canada, même je dirais à travers l'Amérique du Nord, malheureusement. On sait qu'il y a vraiment une absence de ligne directrice uniforme pour l'évaluation du risque suicidaire. Même, on va en parler tantôt, mais Romy est la coordonnatrice d'un autre projet qu'on fait actuellement sur l'évaluation du risque suicidaire dans des urgences au Québec puis en Ontario, puis notre collecte de données est presque terminée, puis on voit vraiment une grande variété, même au Québec, à travers la province, une grande variété. Il y a des hôpitaux vraiment très bien équipés, puis il y a des hôpitaux vraiment avec absolument aucune ressource. Tu peux avoir une infirmière toute seule qui fait le triage,
le patient se présente en détresse, puis le patient, s'il faut l'hospitaliser, il faut l'amener dans un autre hôpital 2 heures plus loin. Les jeunes qui sont, mettons, en Nunavik, ça, c'est une autre histoire parce qu'il n'y a pas souvent la place pour eux s'ils ont besoin d'être hospitalisés. Donc, il faut les amener soit à Montréal ou dans une autre ville. Donc, en tout cas, on voit quand même beaucoup de variétés dans des hôpitaux. Il y a beaucoup d'obstacles structurels et systémiques que je pense on doit essayer de régler puis de travailler pour pouvoir vraiment faire des changements importants. Le manque de continuité et coordination dans les services. Puis c'est là où je dirais, il y a les deux. Je ne veux pas que les personnes, s'il y a des personnes qui sont aussi des intervenants ou même si vous travaillez avec des intervenants, de penser qu'il y a complètement une impuissance. Il y a des choses que les intervenants peuvent faire vraiment au plan individuel et en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer un système si on est une personne toute seule, mais des fois, un appel qu'on fait pour un patient, un petit pas qu'on peut faire pour essayer de démontrer, puis même de faire les personnes qui sont en détresse, d'essayer de naviguer le système puis de savoir que, bon, le moment que je quitte cet hôpital, on m'a donné une liste avec 15 ressources. Je ne sais pas quoi faire avec ces 15 ressources-là. Donc, les petites choses que les intervenants peuvent faire quand même une grande différence des fois pour la continuité puis la coordination des services, surtout quand on sait que le moment que quelqu'un sort de l'hôpital après une tentative de suicide, après les idées suicidaires ou après avoir eu l'automutilation, les risques sont quand même très élevés, surtout dans les 3 mois qui suivent après une tentative de suicide. On sait avec la recherche que c'est très important d'impliquer les parents, les outiller, leur offrir du soutien, leur donner des informations. Les parents manquaient vraiment d'informations, ils ne comprenaient pas le diagnostic. Il y avait plusieurs jeunes qui avaient des changements de médicaments, puis même des médicaments qu'un des effets secondaires du médicament, c'était d'augmenter des idées suicidaires, mais les parents ne savaient pas jusqu'à après le décès de leur jeune que ça pouvait être un effet secondaire du médicament. Nous avons eu également plusieurs jeunes qui ont eu des expériences de discrimination, d'intimidation et du racisme. On sait que par la littérature que 70% des jeunes qui se présentent à l'urgence avec des idées suicidaires ont vécu de l'intimidation. Donc, c'est quand même quelque chose très relié à l'intimidation et il y a quand même un lien, une association entre l'intimidation puis la détresse et les idées suicidaires. On sait également que pour les jeunes LGBTQ, les taux de suicide sont 3 fois plus élevés. Alors, c'est très important de porter vraiment attention à des jeunes qui se présentent à l'urgence en termes de leurs identités, leurs expériences, parce que ça, c'est quand même des facteurs de risque. Puis jusqu'à quel point les facteurs de risque sont vraiment considérés, incluant consommation de substances. Consommation de substances, c'est le deuxième facteur de risque le plus élevé après la dépression. Donc, c'est la dépression qui est le plus sévère, le plus important. Après ça, c'est la consommation des substances. Mais jusqu'à quel point ça, c'est vraiment pris en considération à l'urgence, ça, c'est quand même un peu limité. On sait également en termes de racisme que ça aussi, ça peut avoir des liens importants. Puis c'est pas juste le racisme comme tel, c'est aussi toutes les expériences de racisme structurel, systémique. Donc, par exemple, au Québec, 40% des décès du suicide parmi les jeunes sont les jeunes autochtones. Donc, 40%, c'est pas petit, c'est vraiment un chiffre assez significatif. Alors, il faut vraiment porter attention puis voir quelles sont les conditions pour ces jeunes-là. La majorité sont en Nunavut dans les suicides au Québec. Donc, on sait très bien que les services là-bas sont très limités. Puis, il y a plusieurs choses aussi reliées à la colonisation et la discrimination, le racisme pour les jeunes autochtones.
On sait aussi que la formation est très limitée en termes de suicide, puis en termes de détresse psychologique, puis comment gérer ça et travailler mieux avec les différentes populations. Une étude américaine a trouvé que seulement 50% des stagiaires en psychologie et 25% des travailleurs sociaux avaient reçu une formation en prévention de suicide. Dans notre étude qu'on fait actuellement avec les urgences au Québec puis en Ontario, on n'a pas encore nos résultats pour vous donner un chiffre exact, mais vraiment, on peut vous dire que l'anecdote, c'est vraiment très peu qui ont une formation, puis il y a vraiment c'est pas cohérent à travers la province. Donc, il y a quelques hôpitaux où il y a des personnes qui ont eu des formations, puis il y a la majorité où il n'y a aucune formation. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui travaille à l'urgence qui n'a jamais eu une formation en évaluation du risque suicidaire. Alors, ça peut, non seulement que c'est important de savoir comment évaluer, mais je pense, dans un premier temps, d'être même à l'aise à demander la question, puis à aborder certaines choses et à savoir que, bon, ça, c'est les facteurs de risque, ça, c'est les choses que je devrais porter attention. Comment je peux travailler avec un jeune qui me dit qu'ils ne veulent pas impliquer leurs parents, comment je peux essayer de respecter leur choix, mais aussi peut-être essayer de mieux comprendre quels sont les obstacles pour ce jeune-là. Donc, plusieurs choses qui sont très importantes au niveau de la formation, que malheureusement, maintenant, c'est très limité. On sait aussi que les besoins des jeunes qui ont des idées suicidaires ou qui se suicident sont super complexes. Donc, je pense que ça aussi, il faut quand même penser que, bon, c'est pas simple. Donc, c'est pas du tout pour blâmer nos services ou nos intervenants parce que les besoins sont quand même très, très complexes. La majorité des jeunes qui sont décédés, que les parents ont participé dans notre étude, avaient plusieurs diagnostics, puis même plusieurs cas où les parents n'étaient même pas sûrs, probablement à cause de leur âge, diagnostic n'était pas encore posé, n'était pas encore clair, mais il y avait comme 3, 4 diagnostics qui étaient comme des possibilités, quelques médicaments pour des diagnostics possibles. Donc, les besoins sont quand même assez complexes. Puis souvent, il y a aussi l'intersection avec les identités culturelles, les identités ethniques, les identités raciales, le genre, orientation sexuelle et toutes les expériences qui vont avec ça aussi. Donc, j'aimerais mentionner que notre étude, je pense que c'était quand même une étude importante qui a vraiment élevé la voix des parents, une voix qui est une voix importante qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant pour vraiment mieux comprendre la perspective des parents. Ceci dit, c'est quand même une étude avec quelques limites. Le groupe de parents qui ont participé à cette étude, on avait quand même une diversité très limitée en termes de nos parents. C'était majoritairement des mères, c'était majoritairement des personnes blanches. Puis, on avait également la majorité qui avait perdu leur fils. Donc, même parmi les jeunes, il n'y avait pas assez de diversité. Également, l'étude a été réalisée en Ontario. Les services sont différents que le Québec. Par contre, comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il y a quand même assez de similitudes avec quelques réalités ici et ailleurs. Les retombées, je pense, c'est quand même assez important, même si c'était une petite étude avec un petit échantillon. Je pense que ça souligne vraiment l'importance de la formation, les politiques et les services et les choses qui peuvent être changées pour vraiment prévenir le suicide. Aussi, l'importance d'impliquer les parents à tous les niveaux. Puis je pense que vraiment cette citation d'un parent était quand même très important pour nos retombées. La mère a dit qu'à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Puis elle a eu une discussion avec son amie qui l'a fait comprendre que si elle ne passe pas à travers, personne ne saura ce que son fils a vécu. Tu dois être sa voix et te laisser avec tellement de douleur. Alors, je continue à travailler pour faire entendre la voix de mon fils
autant que moi je le comprenais. Alors moi, je pense la même chose pour nous, de vraiment faire attendre la voix des parents. On a envoyé nos résultats aux parents, on a envoyé un courriel qui les a remerciés pour avoir participé à l'étude. Je fais un webinaire au mois de au mois de décembre avec les parents qui sont les collaborateurs sur notre étude qui ont perdu leur fils. Ces parents, en fait, sont en train de développer un centre résidentiel pour les jeunes adultes, un centre résidentiel de santé mentale. Ils travaillent sur ça depuis que leur jeune est décédé il y a 14 ans. Ça a pris 14 ans pour eux de trouver un terrain, d'avoir les fonds pour pouvoir le faire. Puis finalement, il est presque au point d'ouvrir ce centre-là. Donc, on fait un webinaire au mois de décembre pour l'Association des travailleurs sociaux en Ontario. Puis, il y a plusieurs parents qui ont participé à notre étude qui vont venir écouter nos résultats pour ce webinaire-là. Je pense quelque chose aussi intéressant avec nos études, la recherche, toujours, ça nous souligne les choses qu'on veut essayer de mieux comprendre par la suite. Quelque chose qui a beaucoup sorti avec cette étude-là, c'était vraiment les expériences avec l'urgence. Donc, le projet qu'on fait actuellement sur les urgences puis l'évaluation du risque suicidaire dans les urgences en Ontario puis au Québec, c'était vraiment suite à cette étude-là qu'on a décidé de développer l'autre étude qui a été financée par le CRSH avec une subvention savoir. Romy est la coordonnatrice du projet, puis on a presque terminé notre collecte de données qui est vraiment super intéressant. Donc, à suivre, peut-être on va avoir la chance de vous présenter l'année prochaine nos résultats pour cette étude-là. Puis on a une deuxième étude aussi qui est financée par le FRQ. Puis c'est une étude, il y avait un appel pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez les filles, parce que comme j'ai mentionné au début, il y a eu une augmentation importante de tentatives de suicide, idées suicidaires chez les filles depuis quelques années, mais surtout depuis la pandémie. Donc, cette étude-là, on fait une étude où on va vraiment rencontrer les parents et les jeunes filles eux-mêmes qui ont fait une tentative de suicide très tôt après leur tentative et leur sortie de l'hôpital pour essayer de mieux comprendre leur trajectoire et les choses qui peuvent nous aider à identifier des recommandations et les stratégies qui peuvent aider à améliorer nos stratégies de prévention de suicide. Donc, on voulait terminer quand même avec un dernier mot qui vient d'un parent. Puis, comme j'ai dit au début, vraiment, les parents, ils vivaient beaucoup de peine, mais l'espoir revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je voulais terminer avec un mot d'espoir d'une mère qui parlait de son fils. Elle disait, il aimait profondément les gens, il aurait voulu qu'ils sachent que tout finira par bien aller, qu'ils peuvent s'en sortir. Il aurait voulu savoir aux autres qu'il y a de l'espoir. Donc, elle parlait que son fils, même si lui, il vivait de la peine, il aura voulu ça pour d'autres personnes qui vivaient de la peine, puis c'était quelqu'un qui était très impliqué au niveau de ses amis qui étaient en difficulté. Alors, c'était quelque chose qu'elle pensait qui était très important pour elle de souligner pour les gens qui lisent les résultats de cette étude. Alors, on aimerait remercier vraiment, premièrement, tous les parents qui ont participé à cette étude. Il y avait des parents que vraiment, ça faisait pas longtemps depuis le décès de leur jeune, donc ils étaient encore très émotifs, mais aussi très motivés à faire entendre l'histoire de leur enfant. On aimerait aussi exprimer notre gratitude à Deborah et David Cooper, qui étaient les collaborateurs parents qui ont participé à cette étude, puis qui font plusieurs présentations avec nous, et aussi les subventions qui viennent du CRSH, puis aussi Presse de l'Université Laval, qui ont donné un appui supplémentaire pour la diffusion des résultats. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, c'est publié. Donc, si jamais vous voulez consulter l'article, j'ai une copie en papier pour les personnes qui sont ici, si jamais quelqu'un veut juste le voir rapidement, mais c'est aussi disponible, c'est libre accès. Merci.